Notre invité ce matin, Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Depuis hier, commissaire européen. Alors, le marché intérieur, le numérique, l'industrie, la défense, l'espace, l'audiovisuel et le tourisme. Mais quel portefeuille, hein. Et également les services, si vous permettez. Et parce les que services. Les services, c'est 70% de Oui. l'activité européenne. Voilà. Donc ça représente effectivement l'ensemble de l'activité économique d'un continent et qui va être, et ça a été la volonté à la fois d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente donc de la Commission, d'adjoindre le numérique, parce que évidemment, le numérique va transformer de bout en bout l'ensemble de notre activité. Eh bien, nous allons parler de tout cela. C'est votre première interview depuis... Vous êtes commissaire depuis hier, officiellement. C'est vrai. Première interview. Je vous remercie de nous avoir réservé cette exclusivité. Vous serez cet après-midi à l'hommage officiel national aux 13 soldats français tués il y a une semaine au Mali. Vous allez représenter les institutions européennes. C'est bien cela, hein? C'est ça, oui. Effectivement, c'est un drame que vit notre pays, mais c'est aussi un drame que vit l'Europe. Et à ce sujet, le Parlement européen, dans son ensemble, à 2 reprises, a décidé de respecter 1 minute de silence la veille du jour de l'intronisation de la Commission von der Leyen et le jour même de l'intronisation. Ça montre effectivement, d'abord, l'émotion au niveau de tout un continent. Ça montre aussi que l'effort de l'opération Barkhane, et évidemment des forces françaises, pour défendre évidemment cette région du Sahel, mais aussi pour défendre, à travers la France, l'Europe également. Oui, le Sahel est aux portes de l'Europe. Et perçu précisément par l'ensemble des États membres, comme il se doit. Oui, mais Thierry Breton, vous avez entendu Emmanuel Macron qui proteste, le gouvernement français aussi, qui réclame plus d'Européens au Sahel, un effort plus grand de solidarité, de soutien pour épauler la France. D'une façon générale, c'est vrai que la défense va être un enjeu absolument essentiel. Bien sûr. Pour les 5 ans qui viennent. Bien sûr. De cette commission, et ce sera sous ma responsabilité en ce qui concerne précisément, et pour la première fois, la création d'une industrie européenne de défense coordonnée pour partie par la Commission européenne. Oui, c'est un enjeu très important. Mais pour revenir sur votre point, je rappelle que nous avons d'ores et déjà engagé des forces européennes, pas assez nombreuses, je suis d'accord avec vous. Les Estoniens font un travail remarquable sur le terrain et derrière les lignes. Nous avons aussi des Allemands. Des Tchèques, des Belges. Et qui sont, alors, eux, en soutien. Oui. Nous avons aussi, et je le rappelle, parce qu'ils font encore partie de l'Europe, des forces britanniques largement engagées à nos côtés. Mais c'est vrai que le président de la République a demandé à ce que les pays européens fassent un effort supplémentaire. C'est vrai aussi. On va en parler, évidemment, avec M. Borrell. Vous allez insister, vous allez insister. Et moi, de mon côté, bien sûr que je vais en parler et que bien sûr que je vais insister. Nous rentrons dans un monde qui est un monde extraordinairement dangereux, qui est un monde instable et dans lequel l'Europe doit de plus en plus prendre son destin, et son destin en main, c'est aussi son destin militaire. Je sais que depuis longtemps, vous souhaitez une Europe de la défense. C'est vrai, je vous en avais parlé. Oui, exactement. J'étais venu vous en parler il y a 3 ans. Exactement. C'est quoi une Europe de la défense? C'est un jour une armée européenne? Non, c'est trop tôt pour dire ça. D'abord, l'Europe, elle a son histoire. Oui. Et elle a son histoire, aujourd'hui à 28, demain à 27. Elle a son histoire, et la sensibilité de l'Europe par rapport à la défense est différente dans chacun de nos pays. Oui. Il faut le respecter. Il faut le respecter, mais pour la première fois. C'est vrai qu'à la suite des initiatives que j'avais prises, vous vous en souvenez, sur la nécessité de créer un fonds européen de défense et de sécurité. Ce fonds européen de défense, il a été créé. C'est 13 milliards d'euros qui vont être investis pour précisément commencer à bâtir une industrie coordonnée de défense européenne sur l'ensemble du territoire européen, sans ne laisser aucun des États membres de côté. Et ça, c'est nouveau, c'est très important, parce que chacun doit, à son niveau, s'approprier une partie de cette défense. Avec des traités communs. Si jamais un pays d'Europe est attaqué militairement, les autres pays d'Europe viennent... Ça existe déjà, évidemment. Ça existe déjà. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons désormais une technologie, des technologies de défense qui soient propres et qui soient souveraines. Ça va éviter certains pays membres de l'Union européenne d'acheter des avions américains, par exemple. Bien entendu. Des avions de guerre américains. Bien entendu. Il faut avoir une discipline sur cet aspect des choses. Bien entendu. Et en ce qui me concerne, puisque je serai chargé de coordonner précisément les industries de défense, c'est quelque chose auquel je vais veiller, évidemment.
Évidemment. L'Europe doit-elle demander un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? C'est bien trop tôt pour le faire. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique-là. L'ONU et la représentation des membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU a été conçue avant la création précisément de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc non, c'est trop tôt aujourd'hui. Vous, je change de sujet, vous voyez monter une société de la colère, en Europe, en France, mais pas qu'en France. En Europe, c'est vrai, en oui. Europe, partout, de la désobéissance civile, qui dénonce l'exploitation de l'homme, l'exploitation des animaux, qui dénonce la société du fric, la société de l'hyperconsommation, qui dénonce les destructions de notre environnement. En Europe aussi, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ce qu'on a vu sur la planète tout entière. Oui, vous savez. la planète tout entière. C'est ce qu'on a vu sur la planète tout entière. Oui. C'est vrai que ça a caractérisé une époque. Oui. C'est vrai que cette époque va sans doute changer. On est dans une période de grands changements, peut-être même de Mais bouleversements. comment est-ce que ça va changer? Les inégalités se creusent. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'à travers ces inégalités, on voit plusieurs choses. Et c'est un sujet, comme vous le savez, qui m'est cher. C'est pour ça que je l'aborde. D'abord, cette génération, la Oui. génération à laquelle vous faites allusion, Oui. elle est quelque part prise entre deux dettes. D'abord, la dette héritée de ce que nous leur léguons. Et je pense en particulier de la dette financière que nous léguons à nos enfants. Je rappelle qu'en France, c'est quand même, excusez du peu, 100% du PIB. Oui. Ce qui est absolument gigantesque, 2200 milliards. Beaucoup trop. Je sais que vous êtes toujours évidemment, battu contre la dette, et pourquoi je l'endettement. me suis battu? Précisément pour la question que vous venez Oui. d'évoquer à l'instant. Et puis il y a désormais aussi une dette, ça c'est la dette du passé. Et on leur dit, il faudra bien la régler d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a également la dette d'avenir. Qu'est-ce que c'est que la dette d'avenir? C'est évidemment la dette écologique. Celle qu'il va falloir mettre en place pour financer une transition importante. On réfléchit aux instruments. Comment? On réfléchit Au niveau européen. Au niveau européen, bien entendu. C'est ce qui s'appelle le Green Deal. Le Green Deal, c'est précisément l'un des axes importants de la nouvelle commission von der Leyen. On en a déjà parlé la semaine dernière. On va en parler bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre les moyens le 11 financiers. décembre, on va commencer à en parler. On va commencer à l'expliquer. Oui. C'est d'une part une ambition. Cette ambition, c'est pas rien, Jean-Jacques Bourdin. C'est qu'en 2050, l'Europe soit le premier continent au monde à être zéro carbone émission, c'est-à-dire qu'il ne diffuse plus de carbone. Oui. Ça veut donc dire une transformation majeure sur les 30 ans qui viennent. Ça veut dire des investissements majeurs. De toutes les chaînes industrielles, de la façon de travailler, et donc effectivement des technologies nouvelles, des investissements. C'est un sujet très important. On parle de sur 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards. Beaucoup plus, Jean-Jacques Beaucoup Bourdin, plus que ça. Beaucoup plus sur les 30 ans qui viennent, bien entendu. Oui. Et donc, on est en train de réfléchir, et je réfléchis, évidemment, Oui, dans le cadre de mes fonctions, à des instruments de financement pour cette transition. De façon à ce que, pour répondre à votre question, eh bien, cette génération qui vient, elle ne soit pas prisonnière entre la dette du passé et la dette d'avenir. Et c'est l'une de mes responsabilités que d'apporter des réponses, avec évidemment l'ensemble des membres du collège. Je rappelle qu'un commissaire européen, il a bien sûr un portefeuille, vous avez rappelé celui dont j'avais la charge, mais il pèse, je dirais, le même poids que tous les autres, et il s'exprime sur tous les sujets des autres. Les traités l'ont voulu ainsi, c'est clairement un mode de fonctionnement qui est collégial, où je jouerai pleinement mon rôle dans ce collège. Alors comment expliquez-vous ces inégalités qui se creusent? Parce qu'elles se creusent. Comment les expliquez-vous dans notre monde capitaliste? Vous qui avez été patron, grand patron, vous ne l'êtes plus, on y reviendra tout à l'heure. Comment l'expliquez-vous? Une mauvaise redistribution des richesses? On vient de le dire, il y a, je pense, aujourd'hui, beaucoup trop, le poids des dettes. Je le redis parce qu'on des dettes, oui, je sais. Oui, vous avez été le seul ministre de l'économie des 20 dernières années à réduire la dette française. Oui, pourquoi je l'ai fait du reste? Parce que c'est simplement inscrit dans les traités et que j'estime que quand un pays fait partie d'une collectivité qui signe un traité, il faut le respecter. Oui, mais pour réduire la dette, il faut des politiques d'austérité. Non, pas du tout. On n'a pas mis des politiques d'austérité pour le faire. On peut avoir des politiques conventionnelles. Et pour revenir à votre question, eh bien précisément, il faut maintenant réharmoniser tout ça et trouver, je le redis, des mesures non conventionnelles pour le faire, des instruments financiers. Je vous donne un exemple. Allez. Nous sommes aujourd'hui dans une logique un peu particulière, celle des taux nuls ou négatifs, les taux d'intérêt nuls ou négatifs. C'est dangereux? C'est tout à fait anormal, on va dire. Et donc, si ça dure trop longtemps, ça peut devenir dangereux. Mais pendant la période où nous sommes précisément dans cette phase de taux d'intérêt nul ou négatif, ça ouvre des possibilités
d'investir sur des projets d'intérêt général, de pouvoir redistribuer éventuellement. C'est ce que vous allez faire. Bien entendu, en utilisant avec des obligations à moyen ou très long terme, parce que ce sont des projets d'intérêt général qui peuvent accompagner précisément et permettre de redistribuer. C'est ce que vous voulez faire. On y travaille. Oui. C'est mon premier jour. Vous me laissez-moi quelques. Je connais votre impatience. Laissez-moi quelques semaines et puis je reviendrai vous en parler. Bien, la croissance de demain. Vous dites la 5G, la 6G, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les batteries électriques. Là encore, c'est de l'investissement, tout cela. C'est de l'investissement. Créer des champions européens. C'est de l'investissement et puis c'est de la souveraineté. Oui. N'ayons pas peur des mots. Oui. L'Europe est un très grand continent. Nous avons énormément de capacités, de compétences, de jeunes qui veulent aller de l'avant, des universités de très grande qualité. Il est indispensable que dans le monde qui est le nôtre désormais, et notamment, rappelons un chat, d'une part entre ce qui se passe aux États-Unis, d'autre part entre ce qui se passe en Asie, en particulier en Chine, il est indispensable que l'Europe retrouve l'intégralité de sa souveraineté technologique, y compris évidemment dans ces technologies clés que vous avez rappelées à l'instant, la 5G, l'intelligence artificielle, les supercalculateurs, et tout ce qui va fonder précisément cette économie de demain, cette économie du numérique. Vous dites qu'il faut réguler le monde numérique. Bien sûr. Les GAFA devront être démantelés. Bien sûr qu'il faut réguler le monde numérique. J'appelle ça l'espace informationnel, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tous nos téléspectateurs le connaissent, c'est l'espace dans lequel on échange de l'information, on crée aussi de l'information. Et je ne cesse de le dire, l'information, c'est quelque part un peu la richesse de demain. Certains disent même l'or noir de demain. Alors, dans ma mission, j'aurai la responsabilité de proposer une politique générale pour l'Europe tout entière en ce qui concerne la création des données européennes, la protection de nos données, le fait que précisément on ne puisse pas, disons-le carrément, nous les voler, y compris à notre insu, parce que c'est précisément la maîtrise de ces données qui fonde l'économie de demain, et notamment l'intelligence artificielle. Ce sera ma responsabilité. Alors oui, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas naïf, et je connais bien ces sujets. Donc si on respecte les règles européennes, il n'y aura pas de problème. Mais il y a des règles européennes, et notamment en ce qui concerne, par exemple, pour les GAFA, auxquels vous faisiez référence, notamment quel comportement vis-à-vis de nos données, notamment aussi qu'est-ce qu'on diffuse sur les plateformes, est-ce qu'on respecte les règles européennes sur les fake news, sur ou les informations fausses, sur les contenus illicites. Je pense en particulier aux appels à la haine, au terrorisme, ou les contenus pédopornographiques et autres. Il y a des règles de plus en plus strictes. Donc je suis moi-même en charge de veiller à ce que ce soit appliqué. Et oui, Jean-Jacques Bourdin, si ça n'est pas appliqué, eh bien, nous avons les mesures précisément d'intervenir et on interviendra. Mais c'est vrai aussi en ce qui concerne la création de situations monopolistiques. Nous avons des règles. Alors justement, nous avons des règles de commerce. Vous avez lu l'article du New York Times sur Amazon ? Bien sûr, nous avons des règles. Bien sûr, qui s'immisce dans nos vies, qui se comporte comme un État. C'est un État dans l'État. Bon, alors. Oui, non. Là, on va peut-être un peu loin. Peut-être un peu loin. Mais ce qui est exact, encore une fois, c'est que nous allons veiller, et notamment avec ma collègue, Madame Vestager, qui est en charge de la concurrence, nous allons veiller à ce que les règles de concurrence soient respectées sur le continent européen. Et protéger nos données. Et protéger nos données. Et voyez-vous, dans la présentation que j'ai faite au Parlement européen, vous savez qu'on est, et c'est une bonne chose, on est contraint avant d'être commissaire européen, de se présenter devant le Parlement européen, et puis de répondre aux questions. Et c'est normal, ça s'appelle tout simplement, comment Jean-Jacques Bourdin ? La démocratie. Eh bien, dans cette présentation, j'ai expliqué que la façon dont je voyais mon action, c'était de protéger cet espace intérieur, y compris l'espace informationnel, c'était de transformer précisément l'ensemble de nos activités, et on l'a dit tout à l'heure, elles vont toutes être transformées, et puis c'était ensuite de nous permettre de nous projeter sur le monde. Et bien entendu, dans ce triptyque, il y a protéger. Donc je suis là aussi pour protéger les entreprises européennes. Mais attention, nous sommes pour la concurrence, mais le respect des règles et la réciprocité.
et la réciprocité. Il y a des règles qui en Europe ne sont pas respectées. Les règles fiscales. Je prends 2 exemples, le tabac et l'essence. La France va passer son paquet de cigarettes à 10 €. Ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, le paquet de cigarettes est beaucoup moins cher. Je parle même pas de la fiscalité sur les carburants. Je vous arrête tout de suite, Jean-Jacques Bourdin. C'est un sujet que je connais par cœur et que j'ai eu à traiter, y compris quand j'étais ministre de l'économie et des finances. Je sais, mais alors Thierry ça ne nous Breton... rajeunit pas, Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais ça n'avance pas au niveau européen. Vous savez pourquoi ? Non, pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que précisément sur les aspects fiscaux, pour pouvoir changer au niveau européen, il faut l'unanimité. Et c'est un des sujets qu'il faudra mettre sur la table. Ah oui. Aujourd'hui, si on veut changer les règles fiscales au niveau européen, il faut l'unanimité des 27 États membres. Il faut changer ça. Eh bien voilà, il faut sans doute réfléchir à cette question. Ça va être l'un des sujets qui sera sur la table. Aujourd'hui, c'est vrai que cette règle... Mais on peut la comprendre. C'est facile, vous savez, de critiquer l'Europe. Mais n'oublions jamais une chose. L'Europe, c'est nous qui l'avons voulu. Ce sont les États membres. Toutes les directives, les lois qui viennent de l'Europe ont été voulues et votées par chacun des États. Donc, toutes les lois auxquelles vous faites référence sont des lois qui sont d'origine, en ce qui nous concerne, françaises. En ce qui concerne les Allemands, allemands. En ce qui concerne les Espagnols, espagnols. Ne l'oublions juste jamais. Mais la contrepartie, c'est que nous avons un continent. Et un continent uni. Et qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas ce continent uni, on n'est plus rien dans le fracas du monde. Et donc c'est précisément ce que je vais, avec toute mon énergie, et avec toute... la vision qui est la mienne, qui a été partagée encore avec le Parlement, c'est ce que je vais m'attacher à mettre en œuvre. Vous avez promis d'être exemplaire à Bruxelles. Je veux être radical, c'est-à-dire exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire pas de conflit d'intérêts possible. Exemplaire, vous avez vendu la totalité de vos actions Atos. Je donne le chiffre, 45 millions d'euros. Il est trop facile. public. C'est trop facile, c'est pas vrai. Bon. D'habitude, c'est vous qui posez des questions. J'ai lu ça, c'est vrai ou pas ? Vous posez des questions sur les tickets de métro. Bon. Alors, je vais vous poser la question sur le ticket de métro, Jean-Jacques Bourdin. Non. Combien on paye d'impôts là-dessus ? Dites-moi un chiffre. Ah, sur le ticket de métro, je sais pas. Non, sur le chiffre que vous venez de donner, qui n'est pas sur exact. 45 millions d'euros. Quand on vend des actions qu'on a obtenues. 30% ? Jean-Jacques Bourdin, beaucoup plus. Vous avez encore droit à un chiffre. Bon, donnez-le moi. 70%. Vous n'êtes pas loin. 80%. Vous n'êtes pas loin. Vous voyez, c'est vrai ou pas ? Donc encore une fois, mais vous savez, tout est légal pour moi et tout est transparent. Non, mais tout est transparent. Il suffit précisément de regarder dans les rapports annuels. Vous avez le nombre d'actions que j'ai acquis pour certaines l'acheter. Vous appliquez le taux d'impôt que je viens d'évoquer. Et vous avez le montant. Mais ce qui était important. C'est pas le plus important. Non, mais enfin, vous en avez quand même parlé. Mais ce qui était important, c'est que le mien, c'était de me présenter devant le Parlement européen, qui, je le répète, en ce qui concerne ma nomination, est souverain. Il avait la possibilité de dire oui ou de dire non. Et me présenter précisément en ayant coupé tous les ponts. Et puis après ça, comme j'ai dit aux députés, c'est votre décision. Et vous avez vu que les députés ont quelquefois dit non. À 70%, ils ont estimé que les mesures radicales que j'avais prises, puisqu'ils ont voté à 70% pour moi, étaient évidemment celles qu'il fallait prendre. Je ne regrette pas de les avoir prises. Vous avez démissionné de tous les mandats que vous exerciez. C'était mon rôle dans divers conseils d'administration. Pourquoi êtes-vous devenu commissaire ? Pourquoi ? C'est un jour Emmanuel Macron qui vous l'a proposé ? Bien entendu, c'est le président de la République qui me l'a proposé. Je ne vous mentirai pas en vous disant que je n'y avais pas pensé, mais en revanche, puisque vous me posez la question, j'ai estimé que je pouvais le faire pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais mis en place, dans l'entreprise que je dirigeais jusqu'à il y a encore un mois, une succession. J'ai 64 ans, c'est parfaitement légitime et normal de préparer cette succession, elle était prête. J'ai donc pu me poser la question, sans pour autant mettre en difficulté toutes celles et tous ceux qui me faisaient confiance et dont j'avais la charge en tant que président-directeur général. Donc j'ai pu me poser la question. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que je me suis dit qu'effectivement, toute ma vie, j'avais œuvré pour l'Europe. Je connais bien les sujets dont on vient de parler, et notamment tous ceux qui concernent le numérique. Je connais bien l'ensemble des acteurs mondiaux. J'ai, vous le savez bien, l'intérêt de la chose publique aussi. J'ai été un ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je sais évidemment diriger des grandes équipes. Or, j'aurai une grande équipe. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises. Vous avez créé le Futuroscope, co-créé le Futuroscope. Et un très grand ministère. Oui. Et donc, je me suis dit que
L'Europe était dans une situation difficile. L'Europe allait devoir faire face à des défis très importants. Le défi de la transition écologique, le défi du numérique, le défi géopolitique. Et que donc, en tant qu'Européen, puisqu'on me le demandait, je ne devais pas me dérober. Et je ne me suis pas dérobé. Merci beaucoup Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC BFM TV, il est 8h53.